J'ai à mes côtés une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien ainsi qu'un entraîneur de jiu-jitsu brésilien, Yohan Lennes. En forme? En pleine forme, ouais. Je veux te demander une chose. Moi, qui est une ceinture rien, je n'ai jamais pratiqué le jiu-jitsu brésilien. Si j'arrive dans ta classe, premier jour, et que mon adversaire prend mon dos, disons avec un triangle de corps, Ouais. qu'est-ce que je dois faire en premier pour éviter surtout qu'il réussisse à m'étrangler, là, en fait? Là. Ben, c'est sûr qu'on protège notre cou en premier. T'sais, la première chose qu'on fait, ça va être de protéger le cou. Par la suite, on va essayer de trouver une autre solution, peut-être pour défaire le triangle de corps. T'sais. Ça va être ça qu'on va enseigner en premier. Là. Donner des coups, mettons, par derrière, c'est une stratégie qui serait... On n'en parle pas vraiment de ça, non. Au jour 1, on va pas là. On s'en va pas là. OK. Non. Et je t'explique pourquoi je te parle de ça et on va en parler plus longuement tantôt parce que tu sais que ces allégations de combat truqué ou en fait que Isaac Dulgarian aurait fait exprès de perdre le week-end dernier et c'est ce qui ressortait vraiment de des analyses de son combat. Lui, ce qu'il a fait, il n'a jamais travaillé sur le triangle de corps, il n'a jamais travaillé, ou en tout cas pas au début, sur les mains de son adversaire pour empêcher de passer l'étranglement. Ouais. Tout ce qu'il a fait, c'est essayer de frapper, des frappes qui n'ont aucun impact et il s'est... Daniel Cormier, Michael Bisping et Michael Chiesa, qui n'est pas le dernier venu en jiu-jitsu, ont tous mentionné la même chose sans savoir qu'il y avait des allégations par la suite. Dire, ce gars-là, c'est des choses qu'on enseigne au jiu-jitsu jour 1. C'est la base. C'est la base. C'est la base, exactement. Et ce gars-là, c'est un bon combattant en jiu-jitsu et c'est pas normal qu'il fasse ces erreurs-là. Donc, ça soulève énormément de doutes, mais je suis content que tu confirmes un peu ce qu'ils disent, qu'il a fait des erreurs carrément de débutant. Et là, ben, ça soulève la question. Est-ce que c'était des erreurs ou est-ce que c'était prémédité? J'ai hâte de t'entendre là-dessus, mon cher Yohan. Ce sera au menu et bien plus. Bienvenue au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode de cette semaine. Juste avant de parler de ce scandale qui fait couler beaucoup d'encre depuis le week-end au sein de l'UFC, on va quand même revenir sur l'aspect sportif du week-end. Grosse victoire de Steve Garcia contre David Onama. C'était en finale de l'UFC présenté à l'Apex le week-end dernier. On va aussi mettre la table pour le gala qui s'en vient cette fin de semaine. Donc Steve Garcia, Yohan qui l'a emporté au premier round contre David Onama. Honnêtement, première réaction là-dessus de ton côté. Hey! Excusez-moi, là, parce qu'il faut que je fasse une parenthèse. Toi, tu n'étais pas là la semaine passée, tu étais allé chez le médecin. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ton état de santé? Ah oui, on peut OK, le dire. Vas-y. Excusez-moi tout le monde, Non, là, je viens d'avoir un correct. flash. Rapidement, j'ai subi une petite opération au genou. Là. Je pense que c'est rien de trop gros là, par un chirurgien, un spécialiste, Dr Simard. Je remercie justement Dr Simard. Ça a été super bien. Là. Ça a pris 1 heure, donc je suis déjà en train de remarcher. Ça s'est fait lundi. Ça s'est fait super rapidement. J'ai dû prendre une décision. J'ai pris l'opportunité qui m'était donnée. Fait que là, l'objectif, c'est de revenir à 100% puis d'aller le plus haut que j'ai jamais été dans ma carrière. Fait que Parce que c'est ça, c'est un petit... c'est un problème de genou qui te suivait depuis... ça faisait une bonne année. Là, ça faisait une bonne année. Là. Mes 2 derniers camps d'entraînement, je les ai effectués puis ça a été très difficile quand même. On va jusqu'au bout, mais là c'était de pire en pire. Là. J'avais une grosse journée puis je devais avoir 2-3 jours plus tranquille, donc on peut pas fonctionner comme ça en voulant être au sommet. Là. Fait que c'est une bonne chose de fait, je suis très content. Hâte de te revoir dans l'octogone ou dans Merci, la cage, Ben. en fait, mon cher Yohan. Bon, OK. Steve Garcia qui l'a emporté KO, premier round, ça lui a pris même pas 4 minutes là, pour en finir avec David Onama. Honnêtement, il était dans une classe à part. Les deux étaient classés 12e et 13e. Garcia, 12e à 145. Onama, 13e, mais ça avait pas l'air de 2 gars du même calibre dans l'octogone. Garcia, il semble être très gros dans sa catégorie de poids et cogne tellement dur, rapide avec ses mains. Il a une bonne boxe. Il met toujours une bonne pression. Semble avoir des bonnes défenses d'amener au sol aussi. Donc, il est très spectaculaire aussi. C'était son premier main event. Il va chercher un gros KO en partant comme ça au premier round. Puis c'est pas... Il a 6 KO à ses 7 dernières victoires. Donc, c'est un gros cogneur. C'est un gars qui est spectaculaire, qui monte rapidement dans les classements. Donc, j'ai hâte de voir la suite pour lui. Là. C'est impressionnant. Là. Il est maintenant 8e, donc on fait un bond de 4 rangs. Je suis d'accord avec toi. Sa rapidité,
Il était très agressif aussi. Son jeu de pied était bon. Son mouvement de tête aussi. Il a une boxe très particulière. Il lance beaucoup de feintes aussi. Pat Côté en parlait durant son analyse. Il dit, c'est comme s'il envoyait plein d'informations, un paquet d'informations à David Onama en même temps. Puis l'autre a comme juste pas le temps de processer tout ça. Exact, c'est difficile à assimiler. Tu peux pas prendre une bonne décision. Le temps que tu prennes ta décision, Garcia est en train d'envoyer des coups, puis envoie jamais des coups isolés, toujours en combinaison, en puissance. Donc, ça touche, ça fait du dommage, là. Puis tu parles de son ascension rapide, oui et non. Là, c'est sûr que ça fait du bien à son palmarès, là, puis le rentre dans le top 10. Mais il l'a pas volé, parce qu'il y a 7 victoires de suite avec autant de KO. Moi, je pense juste à Jean Silva là-dedans. Il y a dans cette même catégorie de poids-là, des gars qui ont moins de victoires qui passent par-dessus les autres. Là, je veux dire, des gars qui, à cause qu'ils sont spectaculaires, réussissent à aller chercher des gros combats. Des passes droits, entre guillemets. Oui, parce que Garcia a été quand même spectaculaire, mais on lui a pas vraiment donné de passe droit jusqu'à présent. C'est vrai, t'as raison. Puis c'est 7 victoires consécutives. Puis là-dedans, c'est la seule décision qu'il a, c'est contre Calvin Kattar, qui est comme très respectable au niveau de la catégorie. Peut-être un vétéran qui a un menton de fou, là, qui a duré 25 minutes avec Max Holloway. Qui a rarement subi le KO, sinon jamais dans sa carrière. Donc, c'est là que ça devient intéressant de le voir se rapprocher rapidement. Là, il est classé 8e. Va se rapprocher d'un top 5. Puis, très spectaculaire, Garcia. Là. Les gars du top 5 vont peut-être pas vouloir l'affronter nécessairement. C'est un top 5 qui est vieillissant aussi. Ou un top 10 qui est vieillissant. Là. Je vois des gars comme Aljamain Sterling. Je vois des gars comme Brian Ortega qui a eu vraiment de la difficulté à sa dernière sortie. Le champion Volkanovski, bon, il est champion. Il est excellent. Il serait favori, mais rajeunit pas non plus. Du bon 109 à 145 livres, j'aime ça. Là. J'ai noté pour peut-être un des adversaires potentiels, Youssef Zalal, le Marocain, qui est sur 5 victoires de suite. Ouais. Sinon, ton coéquipier au Tristar, Arnold Allen. Mais là, j'ai entendu parler de Jean Silva contre Arnold Allen qui se dessinait peut-être. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi, là, parce que Arnold Allen, on le sait, là, c'est tout un technicien. C'est quelqu'un qui est très chirurgical de la manière qui le combat. Puis Silva, lui, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est Jean Silva, comment va-t-il rebondir de sa dernière défaite? Parce que là, on le sait, il a subi la défaite contre Lopez. Ça n'a pas été un combat facile. Donc, va-t-il pouvoir rebondir de ça? Là? Et puis pour Onama, lui, retour à la table à dessin, parce qu'il était sur une séquence de 4 victoires, pas nécessairement des KO spectaculaires comme Garcia, mais quand même sur une belle séquence. Mais là, il n'était pas là du tout. Là. Mauvaise première expérience, mauvaise sortie pour un événement principal de la soirée. C'est sûr que c'est pas la conclusion qu'il souhaitait, mais regarde, on retourne au bureau de travail, puis ça va être à lui de pouvoir revenir plus fort, là. Parlons-en donc de cette... avant de parler de la demi-finale rapidement entre Waldo Cortés Acosta et Ante Delia, il faut parler parce que c'est ce qui retient l'attention de cette victoire de Yadier Del Valle contre Isaac Dulgarian, mais on n'en parle pas à cause de la victoire de Del Valle. On en parle, et on le disait en introduction d'entrée de jeu, ce scandale. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voici un récapitulatif de qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici. Dulgarian, l'Américain, était favori à moins 250. Ça, c'est quand même assez élevé comme cote. Ça veut dire que pour empocher 100$, pour faire un profit de 100$, vous devez miser 250$. Ouais. Donc, c'est pas très payant. Il était favori à 2,5 contre 1, bref. Dans les heures, et ça a duré pas mal toute la semaine avant le combat. Dans les heures précédant le duel de samedi contre Del Valle, il est passé à moins 150. Donc, pour faire un profit de 100, au lieu de mettre 250, maintenant, vous deviez mettre juste 150. 150. Il était toujours le favori. Mais en très peu de temps, il y a eu énormément de gens qui ont misé sur une défaite de Dulgarian, que les cotes ont vraiment rétréci. Si bien que ça a levé carrément un drapeau rouge. Et là où le bas blesse encore plus, c'est que donc il y a eu énormément de mises sur une défaite de Dulgarian. Et spécifiquement une défaite au premier round de Dulgarian, alors qu'il était le favori. Ça lève d'énormes drapeaux rouges, si bien qu'il y a des sites de paris sportifs qui ont tout simplement décidé d'annuler les paris sur ce combat-là. Ils ont dit, on va vous rembourser vos mises, ceux qui ont déjà parié, mais c'est pas tous les sites qui ont fait ça. Il y a même une entité
indépendante qui a appelé l'UFC, les dirigeants de l'UFC, pour leur dire il semble y avoir quelque chose de louche qui se passe concernant ce combat-là. Pouvez-vous faire des vérifications de votre côté? Dana White était en entrevue par la suite, a dit on a téléphoné à Dulgarian et à son avocat pour lui expliquer la situation, que les gens misaient sur une défaite de lui au premier round. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont demandé de perdre par exprès au premier round ou de perdre ce combat-là par exprès? Dis-nous-le. Non. Je vais passer au travers de mon adversaire. C'est sûr que je le bats. Non. Apparemment, ça a été suffisant pour l'UFC. On a décidé d'aller de l'avant avec ce combat-là. Comment ça s'est terminé? Wow. Défaite au premier round. Étranglement arrière de Yadir Del-Valle. Si bien que le FBI s'en mêle. Enquête qui est ouverte. Dulgarian a été retranché de l'UFC. Même s'il y a une enquête aussi de l'UFC pour voir s'il y a vraiment quelque chose à se reprocher. C'est un enjeu énorme. C'est pas le premier scandale de combat truqué potentiellement à l'UFC. On se rappelle le scandale de James Krause il y a quelques années avec son combattant Darrick Minner qui, lui, est allé se battre blessé. On savait dans son camp qu'il était blessé. Apparemment, on a dit à certaines personnes dans l'entourage parier sur une défaite de Minner. Il est blessé, si bien que Krause est persona non grata à l'UFC, expulsé, et Minner aussi. Bref, réaction du combattant. Là. J'essaie de me mettre à la place du combattant, puis on fait tellement de travail, on s'entraîne tellement fort, on fait tellement de sacrifices, on sacrifie tellement pour se rendre là. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait plusieurs combats à l'UFC, c'est sa première grosse sortie. Je veux dire, comment tu peux pouvoir accepter de perdre avec des paris comme ça? J'essaie de penser. Ma première réaction, ça a été ça. Je me suis mis à la place puis je me suis dit, je sais pas comment tu peux pouvoir penser ça. C'est un sport qui est tellement dangereux. Je veux dire, ça aurait pu terminer autrement que ça. Selon moi, ça va prendre des preuves concrètes pour pouvoir vraiment porter des accusations. Mais écoute, je suis content de voir que vraiment, il y a plusieurs personnes qui mettent le nez là-dedans pour aller au fond de l'histoire, pour qu'on sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Là, parce que clairement, il y a anguille sous roche un petit peu. Là. Ben, il y a anguille sous roche, surtout que c'est un gars, Dulgarian, qui était 7 victoires, 1 défaite, qui avait quelques victoires par KO, par soumission dans sa carrière. En fait, il y en a 3 sur 7. Donc, c'est un gars qui sait comment combattre au sol. C'est pas exactement... Et la façon dont ça s'est passé, et je l'expliquais d'entrée de jeu, c'est qu'il y aurait eu, et c'est pas moi le spécialiste, mais selon des analystes, surtout ceux du côté anglophone, on notait là, en temps réel des erreurs grotesques d'un gars qui est rendu sur une carte de l'UFC. Il y a de l'expérience. Qu'un gars ne commet pas rendu à ce niveau-là. Donc, ça regarde pas bien. Puis là, les gens disent, tu sais, ces combattants-là de la sous-carte, là, je sais pas c'était quoi exactement la bourse de Dulgarian, mais c'est peut-être du... Tu sais, c'est un gars qui était à son 4e combat à l'UFC. C'est du 10 000 plus 10 000, tu sais. À peu près, peut-être 10 12 000 exactement. Donc, si tu gagnes 10 000 pour te battre, un autre 10 000 pour... Il jouait son contrat un petit peu, lui, là. Il jouait son contrat clairement à son 4e combat. Il était 2-1, exact. Il devait renégocier. C'était un gros combat pour lui. C'était un combat qui est important. Terminer ça de cette manière-là, pour moi, c'est illogique. Mais il y a des gens qui disent que, disons, tu sais, s'il y a énormément d'argent à faire là-dessus. Ouais. Tu sais, une défaite de Dulgarian était très payante parce qu'il était favori pour l'emporter. Clairement. Donc, si tu te fais approcher, tu sais, en tant que combattant, mettons, là, tu fais maximum 20 ou 24 000 $, c'est ton chèque de paye pour cette soirée-là. Tu te fais approcher par quelqu'un qui dit, c'est sûr que... je te donne 100 000 si tu fais exprès pour perdre. Personnellement, non. Mais écoute, je peux comprendre. Là. C'est parce qu'il y a des combattants de l'UFC qui sont sortis depuis publiquement, qui ont dit, je me suis déjà fait offrir 70 000 $ pour perdre. Je me suis fait offrir 50 000 $ pour perdre. Je ne l'ai pas fait. Mais ça existe. Ouais. Donc, juste le fait que ça existe, ça porte attention. Là. Eux se disent, ils l'ont pas fait, mais combien l'ont déjà fait, se sont pas fait prendre. Bref. Honnêtement, c'est un gros dossier. Ouais. L'intégrité du sport ou de l'organisation est en jeu. Je pense que l'UFC a
a fait quelques erreurs là-dedans, dans le sens, on a bien fait d'agir en retranchant tout de suite. On a un doute, on agit, mais on aurait dû agir en amont. On avait un doute sur ce combat-là. On avait avant que le combat ait lieu, on avait des drapeaux rouges. On aurait dû dire c'est plate là, pour les deux. C'est plate pour Del Valle, qui n'a rien à se reprocher. Puis c'est plate pour Dulgarian, mais vous ne vous battrez pas ce soir, les gars. Voici votre chèque de paye. Vous vous êtes présenté, vous avez fait le poids. Voici votre chèque initial, mais on ne peut pas se permettre d'aller de l'avant avec ce combat-là. C'est trop louche. Ça aurait pu être ça la marche à suivre. Est-ce qu'on va changer? Je pense qu'ils vont le mettre de l'avant pour les prochaines fois, c'est sûr et certain. Là. Il y a des scandales de la sorte au basketball, de plus en plus. Au baseball, ça existe. Avec la légalisation des paris sportifs. Tu sais, c'était légal au Québec depuis longtemps, mais aux États-Unis, ça fait dans les États, à travers les États-Unis, ça fait pas longtemps que c'est légal, là, quelques années seulement. Et on voit de plus en plus d'enjeux. C'est vraiment répandu. Donc, il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant des paris, tout ça. Donc, ça ouvre la porte à peut-être des malversations, disons ça comme ça. Des gens qui ont des idées un petit peu malsaines. Ben oui. C'est sûr et certain que ça ouvre la porte pour ça. Là. Puis là, il n'y a rien de prouvé là-dedans, mais il y a des gens qui sortent publiquement, des journalistes ou des observateurs. Apparemment, en fait, il y a une rumeur qui dit que il y aurait 100 combats de l'UFC, une centaine de combats de l'UFC qui seraient maintenant regardés par le FBI, je veux dire, étudiés pour voir qu'est-ce qui aurait pu arriver par rapport aux paris qui ont été mis sur ces combats-là et des combats de Jason Herzog, l'arbitre. Oh, OK. Donc, il y a des rumeurs qui disent que Jason Herzog pourrait être impliqué dans de la malversation qui aurait pu influencer le cours de certains combats, des arrêts tardifs, des arrêts hâtifs peut-être dans son cas et tout ça. Enlever des points de J'aurais jamais pensé. Pour moi, c'est un des arbitres les plus droits à Herzog. C'est rien de prouvé. Je vous dis, c'est des rumeurs à ce stade-ci, mais je veux dire, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore avec ce qui vient de se passer en fin de semaine. Puis là, tous les yeux des observateurs, surtout qui s'intéressent aux paris sportifs, on commence à vraiment regarder ça et observer ça. Donc, imagine Justin Gaethje qui truque ses combats, mais spectaculaire, qui essaie d'arracher la tête à son adversaire, mais qui quand même sait que le combat est truqué. À quel point ça doit être difficile de se contrôler, que tu peux pas contrôler ça, là. Un gars comme Justin Gaethje ou des gens comme ça, là. Donc, il faut absolument que le combattant se fasse à l'idée et se dise « J'accepte. Là. J'accepte que ça soit ça la situation, puis je déroge pas du plan, même si peut-être finalement je peux le gagner ce combat-là. » Tu sais. Fait que ça doit être... je trouve ça très bouleversant de dire que tu rentres dans un combat en te disant que il y a plein de gens qui ont mis beaucoup d'argent sur toi puis que faut que tu prennes les bonnes décisions même si c'est pas ce que tu veux. Là. Dernière petite note là-dessus. Je disais ce matin que Dulgarian, dans une entrevue à un podcast, à un moment donné, s'était fait parler du fait que des paris sportifs en général, puis il dit à chaque fois que je gagne, les gens m'appellent, puis ils m'envoient des screenshots. Hey, merci mon gars, j'ai parié sur toi, j'ai fait tel montant d'argent, nanana. Puis lui il dit pourquoi je reçois pas un pourcentage de ça? C'est moi qui fais tout le travail, puis c'est toi qui ramasse tous les bénéfices. Donc, il avait déjà mentionné, lui, dans des entrevues, que les paris sportifs, en général, ça le mettait mal à l'aise, ou en tout cas, ça le frustrait de ne pas pouvoir en profiter, lui, de son côté. Donc, je peux comprendre. Est-ce que ça fait de lui une personne plus susceptible d'accepter des pots de vin ou de truquer des combats? Je sais pas, mais c'est un petit lien à faire ici. Ou une petite anecdote peut-être qui en dit long. Là. On va peut-être le savoir plus tard. Rapido, Waldo Cortés Acosta contre Ante Delija chez les poids lourds. Ça, c'était un cirque, ce combat-là. Delija qui, durant une rafale de coups à la fin du premier round, envoie une bombe. Envoie une bombe. On semble ébranler Cortés Acosta, mais là, Cortés Acosta se plaint de doigt dans l'œil. L'arbitre arrête le combat. Tu sais, tellement des erreurs d'arbitrage aussi. Ça ouvre ça sème le doute aussi. Exactement, là, oui. Tu sais, là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce combat-là? Arrête le combat, on pense tout que Delija a gagné, lui aussi dans son coin, saute de joie. Finalement, on change d'idée, c'est un temps mort parce qu'il y a eu doigt dans l'œil, on donne plein de... Les deux sont brûlés. On donne du temps à Cortés Acosta se remettre de ses émotions, revient, gagne par KO. Je veux dire, c'est de l'arbitrage de bas étage et honnêtement, j'avais jamais vu ça. Puis... C'est que c'est rempli de controverses. Fait qu'on peut pas avoir une idée fixe sur le combat, qui a vraiment gagné. C'est allé d'un côté, de l'autre, les arbitres ont fait des erreurs. On a recommencé un autre combat qui, les deux étaient plus au même niveau, puis ça donne ça. Là. Donc, beaucoup de questionnements, oui. La victoire de Cortés Acosta, qui après ça avait mal à l'œil. Là, les gens disent voici comment se battre
après avoir reçu un doigt dans l'œil, tiens, Thomas Pennell, regarde cette vidéo-là, tu sais, après ce qui s'est passé avec Thomas Pennell. Donc, on critique encore, on utilise ça pour critiquer Aspinall parce que Cortez Acosta, lui, a décidé de continuer. Puis, par chance, il était allé chercher une victoire. Comme je vous dis, j'avais rarement vu ça, mais ça m'a fait penser à ce qu'on a vu à Vancouver, tu sais, quand le combat de Kyle Nelson a été arrêté avant la cloche. En ground and pound. Puis finalement, l'arbitre s'était trompé. Il restait 3 secondes. Il avait arrêté le combat, mais lui pensait que c'était la fin du round, donc c'est pour ça qu'il s'était interposé. C'est des erreurs qui sont très flagrantes. C'est des erreurs qui devraient pas être. Puis peut-être qu'il devrait avoir une réglementation autour de ça. De l'arbitre a fait une erreur, bon, mais le combat est quand même terminé. Ben, c'est ça, c'est parce que repartir un combat après ça, tu sais, pour Delia, là. Ouais. Toute ta pression est retombée, ton momentum est retombé, tout ça, t'es super content d'avoir gagné, puis là, finalement, tu te rends compte, OK, il faut que je continue, tu sais. Particulier. Alan Nascimento contre Cody Durden, je l'ai noté parce que c'était une belle victoire, ça lui a valu un bonus de performance. C'était chez les 125 livres, en fait un poids hybride à 130 livres, là. Mais Nascimento a un poids mouche, 4e victoire de suite, 16e soumission en 22 victoires, donc c'est un gars qui est à surveiller quand même. Chez les 125 livres à l'UFC. On reprend ça cette semaine, ce samedi, du côté de l'Apex. Encore une fois, du côté de l'Apex. Tu sais, ça a été une bonne carte en fin de semaine. Pas de gros noms. On mettait la table avec Max Carabine la semaine passée qui te remplaçait. Puis, on se disait, tu sais, c'est pas des méga vedettes, mais c'est souvent ces cartes-là un petit peu qui nous surprennent. Il y a eu beaucoup de soumissions en fin de semaine. C'était quand même un calibre intéressant. Un peu la même histoire cette semaine. Pas d'énormes noms sur la carte. Mais bref, ça peut donner des très très bons combats malgré tout. Donc, rendez-vous samedi 17h sur TVA Sport 2 pour la carte dans son intégralité. En finale, Gabriel Bonfim contre Randy Brown. Bonfim, un des deux frères Bonfim, ils seront deux, Ismaël et Gabriel, sur cette carte-là. Deux très très bons combattants. Bonfim, Gabriel, en fait, je vais l'appeler Gabriel, classé 14e chez les 170 livres contre le vétéran Brown qui, lui, n'est pas classé. C'est votre finale. C'est un bon choc de style entre ces deux combattants-là. Bonfim, qui est un spécialiste du jiu-jitsu brésilien, alors que Randy Brown est plus un striker. Hein. Randy Brown est plus un striker, qui s'est battu longtemps à 185 livres aussi, là, qui s'est battu plus haut. Bonfim qui est tellement dominant, qui est tellement bon. Moi, il est 18-1. Le seul combat qu'il a perdu, c'est contre Nicolas Dalby. Puis il aurait pas dû perdre ce combat-là, selon moi. C'est vraiment un petit bump dans sa carrière. J'ai vraiment hâte de le voir parce que je le trouve vraiment bon. Je le trouve vraiment dominant. Puis je le trouve bon debout, moi aussi, mon film. Je trouve qu'il utilise bien son jab, il utilise bien sa distance aussi. Puis c'est un finisher. C'est quelqu'un qui termine ses combats. S'il réussit à aller au sol avec toi, il va te passer la soumission. Il a 13 soumissions à ses 18 victoires. Donc vraiment, c'est un as du jiu-jitsu brésilien. Puis on le sait, Randy Brown, c'est pas sa tasse de thé nécessairement le jiu-jitsu brésilien. C'est un grand bonhomme, un gros bonhomme, un gars qui a des bonnes mains aussi. C'est vraiment un choc de style, comme tu l'as mentionné, là. 3 victoires de suite pour Gabriel Bonfim. Sa dernière, par contre, je vais le mentionner, c'était contre Steven Wonderboy Thompson. C'est ce qui lui a permis d'entrer dans le top 15. Un peu controversé. Mais très controversé, exact. Plusieurs jugeaient, puis on en a parlé ici au podcast, là, c'était il y a quelques mois. Si je me rappelle bien, c'était au mois de février ou mars, il faudrait que je vérifie, mais ça fait un certain temps. Mais j'avais Wonderboy gagnant. J'étais allé retourner voir le site MMA Decisions, là, où il y a des journalistes qui notent les combats, en fait, là, qui donnent leur score, et c'était presque unanime pour Thompson. Je pense que sur 10 journalistes, il y en avait juste un qui avait donné à Bonfim. Là. Ouais, mais tu sais, on voyait Bonfim monter, qui était sur une belle lancée. À la base, il était comme 16-0. Là, il y a eu le bump de Dalby. Ouais. Là, il revenait. On lui donnait Thompson, qui était son tremplin pour peut-être se diriger. Donc oui, c'était un combat super serré. C'est vrai que c'était controversé. Thompson, qui est toujours aussi excellent, qui est bon avec la distance, je pense que ça a été un cauchemar, ce combat-là, pour Bonfim, honnêtement. Puis c'était un peu le même... Tu sais, Thompson, le meilleur karatéka, là, en fait, de l'UFC. Donc, c'est sûr que s'imposer en étant un grappler contre un gars comme ça, c'était de voir qui allait avoir le dessus. Il a réussi à l'amener au sol de mémoire, mais il n'a pas vraiment réussi à le contrôler. Exact. Bref. Les rounds avançaient, plus c'était difficile. Est-ce que ça va ressembler à ça un petit peu cette semaine, ce samedi, contre Randy Brown, qui lui est un vétéran de 35 ans. Déjà 21e combat à l'UFC. Là, il est 14-6 dans sa carrière à l'UFC. Il est arrivé super tôt. Mais c'est ça. 8 victoires, 2 défaites à ses 10 derniers. Donc, depuis qu'il
depuis qu'il a la trentaine, Randy Brown, c'est là qu'il connaît le plus de succès. Il connaît les meilleurs moments de sa carrière, là, en fait, là, à son âge présentement. Il revient d'un énorme KO contre Dalby, justement, celui qui avait battu Bonfim. Il l'a couché au mois d'avril dernier à Kansas City, un des gros KO qu'on a vu cette année. Donc, ça va être intéressant. J'ai parlé à Randy Brown, entrevue disponible sur le tbasport.ca. J'en ai quelques extraits pour vous. Le premier sur, justement, ses succès tardifs dans la trentaine à Randy Brown. Every time I step into those rooms, I don't just step in and go through the motions, you know what I mean? Unless I'm physically cannot, you know, what I'm doing, I'm actively learning every day and I'm actively pushing myself, you know, and I do everything with intention and true intentions. And I've dedicated my life to this, you know, I live this and, you know, I lived it through, you know, my diet, through just my daily habits. I live as if I'm a champion, even though I'm not yet. Right. And I think that's what makes me continue to grow and continue to get better and continue to, you know, show up every time, you know, just living it and giving it my whole heart, you know, this whole entire time. That's it. Donc voilà, la recette du succès pour Randy Brown, c'est juste tu sais, c'est pas juste dans les camps d'entraînement, c'est jour après jour après jour, vivre de son art, continuer de s'améliorer, continuer d'apprendre et rester professionnel jusqu'au bout. Il dit, j'ai une habitude je vis ma vie comme un champion, même si j'en suis pas un. Et lui est convaincu que c'est ce qui fait vraiment la différence à son âge, là, de tirer son épingle du jeu. Oui, puis tu sais, comme tu l'as mentionné tantôt, là, il est 8-2 à ses 10 derniers combats. Puis là-dedans, il a été affronté Jack Della Maddalena dans son pays, chez lui. Il y a peut-être 5 ou 6 combats de ça. Il s'est fait passer le KO. Il y a eu une dure soirée. Mais ça démontre tout le caractère puis toute la force d'esprit qu'il a de vouloir d'être allé se battre là-bas puis tu sais d'affronter les meilleurs dans le monde. C'est ce qu'il fait. Donc, ça va être un gros combat pour lui, là. Effectivement, grosse opportunité aussi parce que première finale à l'UFC à 35 ans. Même chose pour Bonfim. Donc, les deux premières finales dans la grande organisation. Donc, un peu ce qu'on a vu la semaine dernière avec Onama contre Garcia. Les deux, on était à leur première finale. Même chose cette semaine. Donc, lequel des deux va pouvoir saisir cette opportunité et faire comme Garcia, envoyer un gros message au patron. On a un bel exemple, là, il y a quelques jours à peine. Et avec une victoire, qu'est-ce qui pourrait advenir pour Randy Brown? Assurément une entrée dans le top 15. Assurément. Bonfim est classé 14. Donc, je lui ai posé la question. Quel genre de porte ça pourrait lui ouvrir une victoire à Randy Brown? Just keep moving forward. Just keep on tracking. I've seen these other guys come and they go. And I've been here for a while. I've seen guys get all the hype and they get pushed and, you know, that's not the path that was meant for me. The path that was meant for me was the grind, and I would have it no other way. Continue to grind and continue, and that's where you see if someone is truly about, you know, I've been forged in the fire, and here I am today, you know, and I'm going to continue to grow. Donc un peu à ce qu'on disait tantôt par rapport à Garcia, jamais personne qui m'a donné de passe droit, jamais personne qui m'a fait de cadeau. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai mérité. J'ai pris le chemin le plus long, là, en fait, pour me rendre jusque-là. Puis je voudrais pas, moi, justement, en avoir de passe droit parce que c'est pas de la façon dont je fonctionne. Si j'arrive jusqu'au sommet, c'est parce que je vais l'avoir mérité. Dans ces circonstances-là, c'est une belle attitude à avoir. Là. C'est une très belle attitude à avoir. Puis tu sais, il est là, il est rendu là. C'est un premier événement principal pour lui aussi. C'est un premier main event pour lui face à un gars qui est classé 14e. C'est la chance idéale de rentrer dans le top 15, de mettre son nom sur la map puis de finalement... se rapprocher d'un combat de championnat, peut-être. Là. Exactement. Donc, à suivre, 6 pieds 3 pour Randy Brown, qui est bon pièce. Pour garder la distance, tout ça. 6 pieds 1 pour Bonfim, donc il n'est pas petit nécessairement, mais ça va être le jeu du gars qui va tenter de rentrer à l'intérieur, réussir la projection, contrôler au sol, contre le gars qui va tenter de rester à l'extérieur. Donc, qui va pouvoir imposer son plan de match? On verra en fin de semaine en finale. Moi, j'ai noté sur la carte également match nul contre Joseph Morales à 125 livres. On sait qu'il y a toujours de la place dans cette division de poids-là pour du 109. En fait, c'est deux gars qui sont bien classés quand même, puis un combat qui pourrait donner des feux d'artifice. Et bon duel de vétérans aussi entre Ricky Simon et Raoni Barcelos. Spectaculaire, ça va être un gros combat, là, des feux d'artifice. Ça peut cogner, effectivement, chez les 135 livres.
Je veux juste, avant qu'on se laisse, vous inviter au tvasport.ca pour lire cet article que j'ai écrit avec mon entrevue avec Randy Brown. Écoutez l'entrevue également sur le site et sur la page YouTube de TVA Sport. Également, un portrait de Jonathan DiBella, on en a parlé au podcast, champion du monde de kickboxing. Il est allé chercher le titre à One Championship il y a quelques semaines. J'ai eu la chance de lui parler. Donc, sur le site de TVA Sport, si vous voulez en apprendre plus sur ce Québécois, peut-être un joyau un peu méconnu là, des sports de combat au Québec. Clairement, un des meilleurs combattants pieds-points qu'on a ici au Québec là, et au Canada. Là, c'est battu dans les plus grandes organisations dans le monde. C'est vraiment c'est un as du kickboxing. Puis même nos meilleurs athlètes ici d'arts martiaux mixtes s'entraînent avec lui là, pour essayer de développer son kickbox, pour essayer de développer leur combat debout. Donc vraiment, ça démontre à quel point il est dominant. Un gars spectaculaire, entrevue complète et portrait complet de Jonathan DiBella sur le tvasport.ca. Merci mon cher Yohan. Merci à toi Ben. Merci à Philippe en régie, à la technique. Je vous donne rendez-vous samedi 17h, donc cette carte de l'UFC sur les ondes de TVA Sport 2 dans son intégralité. Bonne semaine tout le monde. On se dit à jeudi prochain pour un autre épisode du SOS Podcast. Ciao.